Il se trouve que cet après-midi, nous parlons de l'eau. Nous avons vu comment l'eau jouait un rôle ce matin, alors que le sujet était la terre. Et je trouve que l'autre jour, étant chez Vénus Kourigata, qui est ma grande amie, qui, vous le savez, est le grand écrivain du Liban, arabophone et francophone, qui a préfacé quelques-uns de mes livres, mais elle me remettait son dernier livre publié chez Gallimard, qui s'appelle Les gens de l'eau. Et en fait, toute sa vie, Vénus, qui est née dans le village de Khalil Gibran, et qui est donc une chrétienne du Liban, qui vit à Paris aujourd'hui. Toute sa vie, elle a raconté son histoire et la difficulté, puisque c'est la grande écrivain, elle a été récompensée par l'Académie française pour ses romans sur la femme et la maltraitance de la femme. Elle me racontait comment, je le dis parce que je suis très lié à l'Iran, à titre personnel, comment, allant pour la première fois en Iran, elle a vu une femme battue à mort pour soi-disant avoir trompé son mari. Et elle en a fait un livre extrêmement célèbre, justement, sur cette femme qui meurt sous les coups de fouet. Ce ne sont pas les mollahs qui ont inventé ça, c'est malheureusement l'homme qui se prend pour un mollah, alors qu'il ne devrait être qu'un mollard. Et dans une des pages de ce livre, elle écrit ceci, que j'ai souhaité vous dire en entrée de séance, avant que Julie Trottier ne prenne la parole. Les femmes des gens de l'eau donnent le pain d'orge au cheval, les graines du canard à l'homme qui a ouvert la cage, puis l'enterre au pied de l'if. Qu'il meure si telle est la volonté de l'oiseau, parti sans réfléchir. La veuve sait comment l'assouplir pour l'introduire dans la terre sans casser ses os. Les gens de l'eau enterrent leurs morts derrière la cascade. Leurs appels transmis par l'eau criarde, ils ne doivent rien à personne. Et je vous ai dit tout ça pour la dernière phrase. Seule l'eau qui marche à grandes enjambées sait laver les souffrances, disent-ils. Allez, à toi, Julie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'eau. Voilà. Une question très simple. Quel défi pour l'eau face au changement climatique? Et une réponse extrêmement simple. Qu'est-ce que c'est le changement climatique? C'est l'augmentation des températures moyennes. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'eau? C'est que l'eau, vous connaissez tous le cycle de l'eau, n'est-ce pas? On l'a tous appris à l'école primaire. Eh bien, si la température moyenne augmente, eh bien, l'eau qui tombe sur la Terre va parcourir va passer moins de temps à parcourir une partie de son cycle dans la partie terrestre. Elle va être évaporée ou transpirée plus vite. Il n'y a que 3 manières pour l'eau, naturellement, de quitter la partie terrestre de son cycle. Soit ça veut dire qu'elle est consommée. C'est soit elle est évaporée, soit elle est transpirée, soit elle atteint la mer. Alors, nous, face à ce problème-là, on ne peut pas demander aux arbres de transpirer moins. Une forêt d'arbres à feuilles caduques en France va transpirer 3000 tonnes d'eau par jour pendant les 200 jours où les arbres portent des feuilles. C'est un hectare, pardon. Un hectare va transpirer 3000 tonnes d'eau. Et on ne peut pas les empêcher puisque c'est la seule manière pour eux de vivre. Et lorsque les sols deviennent trop secs, nos forêts sont déjà devenues émettrices nettes de dioxyde de carbone parce qu'elles doivent continuer à transpirer, mais elles arrêtent la photosynthèse. Donc, elles respirent, elles émettent du dioxyde de carbone, ne font plus la photosynthèse parce que ça demanderait trop d'eau qu'elles n'ont plus dans le sol. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit réarranger nos interactions avec le flux de l'eau au travers de sa trajectoire dans la partie terrestre de son cycle. Donc, ça nous demande d'arrêter de regarder l'eau comme si c'était un stock et de la considérer comme un flux, parce que c'est surtout ce qu'elle est. Et donc, comment faire ça? Eh bien, je vous ai montré cette photo d'un méandre que nous connaissons tous avec les rivières. C'est la même chose dans le sol. Au lieu de voir l'eau traverser le sol en ligne droite avant d'être transpirée, on doit faire méandrer l'eau dans le sol pour que tous les vers de terre soient traversés par cette eau, toutes les bactéries. Ce sont des utilisateurs qui ne sont pas des consommateurs, parce qu'eux ne vont pas transpirer, ils sont dans le sol. Et 24% de la biodiversité du monde est dans le sol.
Et c'est la biodiversité la plus importante du monde. Sans elle, on n'aura plus de végétaux qui pousseront au-dessus du sol et plus d'animaux qui vivront au-dessus du sol. Donc, face au changement climatique, on doit tout faire pour ralentir la trajectoire de l'eau au travers de la partie terrestre de son cycle et la faire méandrer, souvent sans qu'on le voie, dans le sol. Alors, c'est assez intéressant d'aller voir l'expérience du sud de la France en matière, parce que nos paysans cévenols, enfin tous nos paysans dans le partie sud du pays, comme tous les paysans du pourtour méditerranéen, ont fait face depuis des siècles à des sécheresses suivies d'inondations. Autrement dit, ils ont développé des techniques pour s'adapter exactement à ce à quoi on doit s'adapter maintenant. Parce qu'on va avoir des sécheresses plus longues et après des épisodes intenses plus sévères, donc des inondations. Quand on va voir, par exemple, ici, c'est la rivière L'Ar qui traverse le Vigan, souvent, les urbains vont croire quelle belle rivière sauvage. Nenni. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'ils appellent là-bas une paissière. C'est un barrage qui a été construit en pierre, de très petite taille. Et vous avez sur la rive droite et sur la rive gauche un béal. C'est un canal d'irrigation qui va prendre sa source dans ce petit réservoir qu'est la paissière. Et ils ont construit paissière après paissière après paissière dans tous les valates. Ce qui fait que à chaque fois, les valates sont des... En arabe, on les appellerait des wadis. Ce sont des cours d'eau intermittents. Donc, au lieu pour l'eau de s'acheminer aussi vite que possible à sa destination finale, eh bien, non, il la faisait méandrer au travers du sol, au retour aux valates, puis méandrer au travers du sol et retour aux valates. Pour le plus grand bonheur de toute la biodiversité du sol, qui donc rendait la terre beaucoup plus capable de retenir l'humidité. Ce qui fait qu'on avait des versants entiers de fruitiers qui fonctionnaient très, très bien. On a abandonné ces systèmes parce que, c'était pas moderne, n'est-ce pas? Ça a été construit au XVIe siècle. Eh bien, on les a abandonnés parce que nous étions maintenant devenus modernes et très intelligents. Et donc, on a transformé nos sols en désert. Et maintenant, avec le plan 2003, le plan eau 2023, on s'attend à transformer encore plus de territoires en France en désert, de sols en désert. J'ose espérer qu'on va pouvoir améliorer le plan eau 2023 avec votre aide. On a en Cévennes construit, j'appelle ça de l'infrastructure vernaculaire. Ça a été construit par les paysans sur base d'observation. À gauche, vous avez une gourgue qui est alimentée par une mine d'eau. Je vais vous montrer le plan d'une mine d'eau. À droite, vous avez complètement, sur la droite, en haut, une terrasse. Donc, toutes les montagnes ont été terrassées pour que le sol soit horizontal. L'eau va beaucoup mieux s'infiltrer dans un sol horizontal que dans un sol en pente. Elle va ruisseler beaucoup plus vite sur un sol en pente. Et alors là, ils ont la double protection. C'est des murs en pierre sèche, donc ils vont s'imbiber d'eau et après la ralentir et la laisser couler vers la terrasse suivante. Et juste à côté, ils ont mis le 34. Le 34, c'est un fossé, mais qui nous sert de sentier très souvent en été. Souvent, les gens marchent sur des 34 en croyant que ce sont des sentiers empierrés. En fait, les 34 servent à distribuer l'eau de ruissellement. Lorsque la terre est trop gorgée d'eau pour l'absorber, elle distribue l'eau de ruissellement au travers de l'espace montagnard. C'est un système de protection contre les inondations exceptionnel. Nous sommes assis sur un trésor avec la montagne Cévenol. Et par contre, toutes ces infrastructures sont très difficiles à observer, impossibles souvent par télédétection. Ceci, par exemple, c'est construit par l'être humain. Mais si vous regardez des cartes Google Earth, vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte. Pire encore, c'est les mines d'eau. Donc, rien que dans la municipalité de Mandagou, 15,2 km², on a plus de 400 mines d'eau que nous avons réussi à recenser. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui nous vient d'Iran, depuis plus que 3000 ans avant Jésus-Christ. On va creuser un tunnel quasi horizontal au travers de la montagne pour aller chercher les embouteillages de gouttes d'eau de l'autre côté des filons. Je me lance, je vous explique comment ça marche. Donc, vous avez les terrasses qu'on appelle du sol remanié. En dessous des terrasses, vous avez de l'altérite, c'est simplement du granit chimiquement dégradé. Naturellement par l'eau, le vent, la température. Et cette altérite est traversée de filons. Chez nous, c'est surtout des filons aplitiques, mais il y a des filons quartziques aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et puis en dessous, vous avez le granit qui est totalement imperméable. Alors, la pluie tombe sur des terrasses. On espère des terrasses entretenues pour qu'elles soient comme ça et non pas
écrabouiller en pente. L'eau donc va pénétrer le sol remanié des terrasses. Après, elle va pénétrer l'altérite, mais l'altérite a un taux de perméabilité différent, donc elle pénètre plus lentement, l'altérite. Et puis, elle descend tout droit jusqu'au granit, là, imperméabilité totale. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Sous terre, sans que nous le voyions, elle ruisselle sur la surface granitique jusqu'à ce qu'elle arrive à... Vous voyez ce qui est en hachuré? C'est un filon. Et ça, c'est une coupe qu'on vous montre. Et ce filon est perméable, mais beaucoup moins que l'altérite. Alors, il va y avoir un embouteillage de gouttes d'eau qui va se créer derrière le filon. Et nos paysans, qui n'avaient pas peur de l'effort, avec des pics, creusaient des tunnels quasi horizontaux, mais avec une toute petite pente. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à cet embouteillage de gouttes d'eau derrière le filon. Et par gravité, l'eau s'acheminait jusqu'à leur terrasse. Et ça, c'est un splendide exemple de pluralisme juridique, parce qu'en France, si vous possédez le sol, vous possédez ce qu'il y a en dessous. Et là, en Cévennes, même lorsqu'il y a des procès au 19e siècle là-dessus, au 20e siècle, les juges reconnaissent que la mine appartient à celui qui l'a creusée, donc à quelqu'un qui ne possède pas la terre au-dessus de la mine. Donc on est vraiment en pluralisme juridique. Alors voilà ici à quoi ça ressemble quand vous marchez et que vous voyez la bouche d'une mine d'eau. C'est vertical, c'est impossible à détecter par télédétection. Donc, pour les détecter, on a besoin de l'implication des citoyens dans des randonnées. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin des citoyens? Parce que si on veut améliorer les choses, là, pour l'instant, on avait une tenue de l'eau. Toute cette infrastructure, elle ne s'est pas faite par des individus. Elle s'est faite collectivement, au travers d'une tenue de l'eau. Alors, on a souvent tendance à parler de tenure foncière, tenir des pêcheries, tenure des forêts, mais on parle très rarement de tenure de l'eau. C'est seulement, enfin, maintenant qu'une littérature émerge. Alors, la tenure, c'est quoi? C'est l'ensemble des interactions formelles ou informelles entre êtres humains qui vont réguler leur interaction avec la ressource. Et quand je dis formel, ça peut être du droit positif. Quand je dis informel, ça peut être des ententes entre voisins au niveau du village. Et ce qui s'est passé, c'est que toute cette infrastructure, elle a été construite et entretenue dans le cadre d'une tenure de l'eau qui s'est largement effondrée au début des années 90. Et donc maintenant, elle est en train de tomber en désuétude, c'est-à-dire que les murs qui retiennent les terrasses s'écroulent, les gourgues les trancates deviennent encombrées de branches, ne servent plus leur office. Conclusion, le 19 septembre 2022, on a eu des inondations qui nous ont valu des millions d'euros en dommages matériels. Et juste à côté de la commune de Mandagou, on a eu 2 morts. Quand vous avez 377 habitants, 2 morts, ça veut dire que tout le monde les connaissait. Ça a été très dur pour la communauté. Alors, comment est-ce qu'il faut envisager la gestion de l'eau? C'est qu'à chaque fois que ce flux de l'eau traverse des décisions humaines, elle traverse une forme de tenure de l'eau. Et on a beaucoup de tenures de l'eau successives qui vont prendre des décisions différentes sur des bases différentes, sur des intérêts, des valeurs, des organisations différentes, à chaque fois que l'eau traverse cette tenure de l'eau. Et ça, c'est ce que j'appelle la trajectoire institutionnelle de l'eau. On peut y revenir si vous voulez. Et du coup, c'est à ça qu'on s'attaque avec le maire de Mandagou, que je tiens à saluer ici. On n'aurait jamais pu démarrer ce projet à moins d'avoir un maire aussi engagé. Alors, c'est lui qui est venu me chercher en me disant, je peux plus faire, on est à 2 doigts de plus avoir d'eau au robinet en été, on a eu des inondations dramatiques, on a besoin d'aide. Et la recherche publique, elle est là pour ça. J'étais parfaitement d'accord avec lui. Alors, on a mis au point un capteur citoyen que vous voyez à gauche de l'écran. On les construit avec les habitants parce qu'on veut être le modèle Aldi de la recherche. Donc, c'est la mairie, dans le projet pilote, c'est la mairie qui a acheté les intrants. Et on les pose sur leur terre avec les habitants. Et donc, on enregistre l'humidité de l'eau, l'humidité du sol à 3 profondeurs différentes dans le sol. On a un thermomètre qui nous donne la température du sol, parce qu'avec l'augmentation de ces températures moyennes, la température du sol augmente. Et ça a un impact énorme sur la biodiversité du sol. Et on a un pluviomètre. Et comme ça, on peut mailler tout le territoire en produisant des données fines qui sont produites par les citoyens. Et là, vous voyez notre chère maire, Emmanuel Grieux, qui carrément va très loin pour nous aider à trouver des endroits. On avait installé un
on a installé un serveur à la mairie et ce qu'on veut, c'est que tous ces capteurs envoient directement par ondes radio leurs données sur le serveur qui est à la mairie. Mais évidemment, c'est montagneux, les maisons en granit font de bons obstacles, alors on doit trouver des postes relais et on utilise soit des arbres, soit on met des poteaux pour mettre les postes relais. Et on fait ça donc avec des hydrologues et des géographes qui, sur base de ces données-là, nous font un modèle à la fois intégré de ruissellement et de mouvement de l'eau au travers du sol. On fait ça en collaboration avec le laboratoire agroécologie à Dijon, qui a fait l'atlas des champignons du sol de France et l'atlas des bactéries du sol de France. Eux prennent des échantillons partout, de sol partout dans la commune et bon, pour le dire vulgairement, ils identifient toute l'ADN qui traîne dans le sol et comme ça, ils peuvent nous donner une image complète de toute la biodiversité du sol. Et on le discute avec les citoyens, ce qui fait qu'on peut reconstituer le chemin de l'eau, la manière dont la tenue de l'eau l'impacte, la biodiversité qui en résulte, donc notre capacité à résister aux sécheresses. Et on a 2 juristes dans l'équipe parce qu'on discute donc avec les habitants. Évidemment qu'on ne pourra pas revenir en arrière. On avait 1200 habitants à Mandagou au milieu du 19e siècle. On n'en a plus que 377. Avant, c'était tous des paysans, beaucoup plus costauds que moi, qui arpentaient la montagne à longueur de journée. On n'a plus ça. Donc, on ne va pas revenir en arrière, c'est certain. Mais on peut améliorer notre teneur de l'eau. Et donc, eux connaissent leurs contraintes. La moitié de nos agriculteurs sont des agriculteurs, je dirais, industriels, qui font des oignons doux des Cévennes. Bon, industriels à petite échelle, mais bon, ils utilisent beaucoup d'intrants chimiques, de glyphosate, etc. L'autre moitié sont des agroécologues. Mais on a une chance extraordinaire. Tous les enfants vont à la même école, donc tout le monde se parle. Et tout le monde connaît les contraintes de tous. Donc, nous leur demandons, on discute des résultats avec eux, et les résultats qu'ils ont participé à produire. Et nous leur demandons comment est-ce que vous pensez que vous pourriez améliorer la tenue de l'eau étant donné vos contraintes que vous seuls connaissez. Eux nous font des propositions et nos juristes identifient les instruments de droit existants qui peuvent donner un aspect formel à ces décisions, donc pour essayer de formaliser, de passer du droit informel au droit formel. Bon, je vous dis tout ça, c'est le grand plan. Jusqu'à présent, tout a été fait sur 200 € que nous ont donné la mairie. Donc, je viens de déposer hier un projet pour l'ANR. Je ne sais pas si on va avoir un financement pour aller plus loin. Mais ce qui me réjouit avec ce projet, c'est la motivation complète des habitants. Nous faisons vraiment équipe avec la population, équipe avec le maire. Nous recevons régulièrement des demandes d'autres villages, d'autres municipalités qui disent on veut faire la même chose chez nous. Alors moi je leur dis je serais ravie, mais laissez-nous mettre au point la méthodologie. Notre but c'est d'élaborer une méthodologie reproductible ailleurs. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles on la veut aussi bon marché que possible, parce qu'on veut pouvoir la reproduire ailleurs, au sud de la Méditerranée aussi. Qu'est-ce que tu appelles bon marché ? Abordable pour la municipalité et pour les contribuables. Oui. Mais ça mène ça mène l'eau à quel prix, finalement, en fin de compte ? Elle est approvisionnée, mais le coût de... Ah non, l'eau, il n'y a pas d'approvisionnement. C'est-à-dire que là, par exemple, si on améliore la tenue de l'eau, depuis quelques années... Tu poses la question, donc je me donne plus de temps. C'est que cette tenue de l'eau qui s'est effondrée, elle s'est effondrée pourquoi ? Parce qu'on a eu les oignons doux des Cévennes. C'était une poule aux œufs d'or. Tout à coup, chacun a voulu que chaque goutte d'eau de son tour d'eau, parce que là-bas, les sources sont notariées. On a des tours d'eau, comme au Moyen-Orient. Hein. Et chacun a voulu que chaque goutte de son tour d'eau arrive à sa parcelle d'oignons, parce qu'on génère, c'est pas une blague, 90 € de profit par mètre carré d'oignons. Donc, avec 2,5 hectares, vous générez des millions. C'était du jamais vu en Cévennes. Et alors, on a équipé nos sources de pompes et de tuyaux en plastique. On a laissé tomber les béalières. Les béalières avaient un fond poreux. Donc l'eau, quand elle était acheminée vers la parcelle cultivée, elle pénétrait aussi le sol, elle faisait vivre la biodiversité et elle rechargeait des sources. À partir du moment où on a changé et qu'on a mis des pompes et des tuyaux en plastique, les sources se sont mises à disparaître. Alors, certains ont cru, c'est le changement climatique. Non, j'ai toutes les données pluviométriques. Les données pluviométriques ne peuvent pas expliquer la disparition des sources. Par contre, si vous introduisez ce qu'on les Australiens appellent des key line designs, donc en recherche, ça fait très bien de dire le mot en anglais, qui pour moi sont simplement des béalières améliorées, parce que les Australiens y ont bien réfléchi, eh bien, pour chaque key line design qu'on installe, on a une nouvelle source qui apparaît.
Donc, il n'y a pas une source d'approvisionnement en eau. C'est simplement une méthode pour élaborer démocratiquement, localement, une forme de tenue de l'eau à laquelle tout le monde adhérera. Parce que vous voyez, un problème qu'on a, c'est quand les normes sont parachutées, eh bien, les gens souvent aiment tricher. Si vous élaborez vous-même en commun votre tenue de l'eau avec des données que vous avez contribué à produire et que vous avez discuté de toutes les contraintes pour que cette tenue de l'eau soit acceptable, qu'elle soit viable. Vous savez, ces agriculteurs à glyphosate, bon, personnellement, je sais le tort que ça fait à la biodiversité. Donc, je ne vais pas les encourager, mais j'ai beaucoup de sympathie pour eux. Parce que très souvent, la raison pour laquelle ils sont dans ce modèle, c'est qu'ils ne peuvent pas en sortir. Parce que la banque les tient. Littéralement. Mais les voisins connaissent leurs contraintes. Donc, ce qu'ils peuvent proposer va être compatible avec les contraintes auxquelles ils sont confrontés. Et donc, au lieu d'avoir des règlements imposés depuis Paris qui vont susciter une colère immense parce que ça mettrait trop de gens en faillite, si vous les élaborez à partir de la base, vous allez élaborer des choses différentes à chaque endroit, mais qui vont pouvoir être faisables. Et c'est ça la méthodologie qu'on essaie d'élaborer. Donc, il n'y a pas une source d'approvisionnement, c'est une méthodologie qui n'est pas pour vous fournir de l'eau. Vous vous rappelez, la tenure, c'est les interactions entre êtres humains qui vont déterminer leur relation à l'eau ou à une ressource. Donc, ça ne va pas mettre un prix sur l'eau, c'est simplement un prix pour avoir une méthode pour mieux gérer l'eau d'une manière différente. Vous avez remarqué, je n'ai pas prononcé le mot gestion par bassin. Il y a une question de madame. J'aime bien votre modèle. Cela étant, pour que des municipalités adhèrent à ce modèle, il faut quand même que les maires ou que les gens décisionnaires qui puissent aient une certaine culture technologique et une certaine culture scientifique qui puissent comprendre ces phénomènes-là. Or, en ce moment, notre problème, c'est qu'on a beaucoup de technocrates, mais qui n'ont pas de culture scientifique, qui n'ont pas de culture technologique, et qui sont donc qu'il est donc très difficile de convaincre pour qu'ils... Oui, tout le monde a entendu la question ? D'accord. Mais le maire de Mandagou a fait des études de 2 ans comme réalisateur de documentaires, réalisateur de vidéos. Il travaille comme maçon, c'est son revenu. C'est pas quelqu'un qui a fait l'école des ponts et chaussées ou les mines, hein. Mais qui s'intéresse, en tant que réalisateur, il s'est forcément intéressé à ces problèmes-là. Ah, c'est quelqu'un de très intelligent. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. Je ne suis pas technique, mais j'ai été pendant 30 ans journaliste scientifique. Oui. Mais il y a quand même une chose qui sensibilise beaucoup, qui va sensibiliser beaucoup un maire. Hein. Il a été 2 étés d'affilée à 2 doigts de ne plus pouvoir acheminer de l'eau vers le robinet. Et après, il a eu les inondations dévastatrices 6 mois après avoir été élu. Il a eu les inondations les plus dévastatrices du XXe siècle dans le sud du XXIe siècle, qui est jeune, mais aussi du XXe siècle. Et donc ça motive. Moi, j'ai juste une question complètement basique. Parce que vous parlez des fonctionnaires et donc forcément des contrôles. Je suis fonctionnaire. Oui, je sais, moi aussi. Avez-vous abordé ce type de sujet au CODERST ? Tout le monde sait ce que c'est qu'un CODERST, bien sûr. Non, pour l'instant, on n'en est pas là, parce qu'en premier, on voudrait avoir des propositions viables venant des habitants, et on a 2 juristes dans le projet pour essayer de le mettre en forme. Par contre, ce qu'on a, c'est on a eu la police de l'eau qui est venue il y a 2 étés, qui a obligé les agriculteurs à enlever beaucoup de tuyaux, parce qu'ils n'ont pas l'autorisation d'être là. Et évidemment, c'est clivant quand on agit comme ça. C'est très mal vécu localement. Et du coup, on essaie... Pour l'instant, on a des juristes qui sont des professeurs d'université en droit de l'environnement. Et donc, on essaie d'élaborer des propositions avant de pouvoir aller plus loin. En combien de temps tu penses que vous pourrez les émettre, ces propositions ? On devrait pouvoir commencer d'ici 2 ans. Ce qu'on aimerait, c'est avoir des données recueillies sur au moins 365 jours avant de commencer à discuter de vraies propositions. Mais au bout de 2 ans, normalement, on devrait pouvoir avoir des... Enfin, dans les échanges des corps préfectoraux, la personne qui est en charge de le CODERST, c'est le sous-préfet, oui. Donc, qui est le fameux secrétaire général de la préfecture. Donc c'est plutôt à lui. Pour les avoir côtoyés au quotidien, s'ils écoutaient votre discours, je pense qu'ils changeraient d'attitude. Et en termes de présidence des CODERST, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui iraient dans le bon sens. Moi, je crois qu'ils ont tout intérêt à ce que le projet se réussisse. Parce que pour l'instant, on en est simplement dans une
Par exemple, on a eu l'arrêté sécheresse dans le Gard, qui a été mal vécu aussi. Et si on est seulement dans la répression, ça ne fonctionne pas. Oui, oui. J'avais une question. Est-ce que vous avez regardé la loi indonésienne, le Subak? Oui, vous l'avez regardé. De Peter Lansing. Oui. Enfin, moi, les travaux sur les Subak que je connais viennent de Peter Lansing. Voilà, qui en fait régit l'ensemble de l'écoulement de l'eau pour permettre à chaque rizière, quel que soit son niveau, d'alimenter en fait tous les niveaux. Et ce qui est extraordinaire avec les systèmes de Subak en Indonésie, c'est que vous ne maximisez pas la masse végétale. Mais quand des coopérants ont voulu bien faire et ont voulu mettre des systèmes rationnels sur base de modèles qui vous permettaient de maximiser la masse végétale, on a perdu toutes les récoltes. Parce que les ravageurs ont tout mangé. Et en fait, avec le système des Subak, par itération au travers des siècles, les paysans ont vu quels étaient le meilleur rapport entre éliminer les parasites en asséchant les champs et donner de l'eau pour que la masse végétale puisse pousser. Et en fait, quand on modélise les deux, en même temps, on s'aperçoit le système des Subak était idéal. Bon, entre-temps, dans le projet, on les avait détruits. Mais justement, moi, je ne travaillais pas en France jusqu'en 2018. J'ai travaillé, ma spécialité, c'est l'eau en territoire palestinien. C'est pour ça que j'ai un collègue palestinien depuis des années. Et cette méthodologie, on aimerait la reproduire ailleurs, notamment au sud de la Méditerranée. Et c'était une conférence que je donnais sur les systèmes étrangers, à laquelle le maire est venu. Et à la fin, il a tenu à être le dernier à me parler à la fin de la conférence parce qu'il voulait avoir tout mon temps. Et il m'a dit, est-ce que tu pourrais travailler pour ceux qui te paient pour une fois? C'était brutal, c'était dit brutalement comme ça. Et j'ai dit, comment ça? Il me dit, je suis maire d'une petite commune. Il m'explique tous les problèmes. Je dis, oui, je viens voir. Et effectivement, c'est toute l'expérience que j'avais pu acquérir en étudiant les systèmes traditionnels ailleurs dans le monde. Eh ben, ça nous donnait des billes pour essayer d'améliorer les choses en France. Je crois, écoutez, formidable. Je crois en tous les cas que c'est important. On a vu l'exemple du Costa Rica ce matin. C'est bien d'avoir une analyse au niveau français, mais je pense qu'il devient essentiel de... Ah bon, je termine très rapidement. C'est important, je pense, que comme le changement climatique est mondial, de regarder aussi, parce que tous les juristes se posent la question. Le Subak, par exemple, il y a ces écrits que vous avez cités, mais tout n'est pas écrit, il y a beaucoup d'oralité. Oui. Donc, oui. Les juristes, c'est formidable. Je passe une grande partie de mon temps à Mondagu, comme je le faisais sur le terrain, à écouter des papis palestiniens. Mais maintenant, j'écoute des papis et des mamies sévenols qui m'expliquent comment on courait après l'eau, comment on utilisait les béalières, etc. Et tout ça, c'est oral. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça a été totalement ignoré par les ponts et chaussées, par les ingénieurs du greffe. Parce que c'était oral. Et puis, il faut l'avouer, un certain mépris pour ceux qui parlaient et écrivaient l'occitan. On disait qu'ils étaient illettrés parce qu'ils n'écrivaient et lisaient qu'en occitan. Donc, Non, là, je crois que là. Voilà. Oui, non, simplement je voulais dire, parce que c'est un exemple, il me semble, et en liaison avec le juridique, qui trace une voie ou montre une voie, mais qui ne contraint pas, qui est ouvert d'une certaine manière. Disons, dans une logique, dans un principe. Mais voilà, je crois que ça donne un exemple peut-être de vers où on doit aller un peu avec les régulations des choses, parce qu'on essaye, je disais, un peu de trop contraindre, de trop spécifier ce qu'il faut faire. Et votre proposition, c'est une proposition qu'il faut analyser au cas par cas. Ça, c'est complètement dépendant. C'est une méthode, oui, pour au cas par cas que des solutions émergent qui seraient viables. Et on a en France une loi de 2007 qui nous demande d'enlever les obstacles à l'écoulement de l'eau dans les rivières, qui est en milieu montagneux une vraie catastrophe. Parce qu'on veut faire le contraire. On veut ralentir l'eau. On veut qu'elle pénètre le sol, qu'elle revienne, qu'elle repénètre. Et cette loi devrait, à mon avis, être revue. Mais c'est justement la raison pour laquelle on a ces deux juristes dans l'équipe, parce qu'on a d'autres dispositions de loi, d'autres articles de loi dans le Code de l'environnement. Vous savez qu'on n'a pas un Code de l'eau en France. Pour trouver les lois à propos de l'eau, il faut les regarder dans le Code rural, dans le Code de l'environnement, dans le Code civil. Et souvent, ces articles se contredisent. Et donc, tout le boulot des juristes, c'est de trouver des articles qui iraient dans le sens de ce que les habitants veulent et argumenter pour pouvoir le formaliser sur base de ces articles, par exemple, de défense de la biodiversité.
Autre question. Nous verrons tout à l'heure avec Pierre Méninck que c'est exactement notre combat. Des barrages sur les rivières, ralentir le cours de l'eau plutôt que l'accélérer. Julie, pourquoi a-t-on été assez imbécile pour décider, je sais à peu près qui a décidé, comme toi, mais pourquoi avoir eu cette obsession de l'écoulement rapide de l'eau? Oh, si je dis la vérité... Vas-y, dis-la, parce que toi, tu peux la dire. Bon, Vas-y. mais... Non, parce que c'est... Ça va me faire beaucoup d'ennemis, mais c'est la Mais vérité. Ça a d'ailleurs été publié par le professeur Bravard, qui est un éminent hydrologue en France, hydrogéomorphologue. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la directive cadre européenne, qui nous a obligés à avoir une bonne qualité des masses d'eau de surface et souterraines. C'est tout ce qu'elle nous oblige à faire. Et en France, on a fait un assez bon boulot pour éliminer les pollutions ponctuelles. Donc une pollution ponctuelle, si vous avez par exemple une usine avec un tuyau, elle déverse des polluants dans la rivière, les gens de la préfecture vont faire toc 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 à la porte de l'usine, disent non, vous pouvez pas faire ça, et vous allez traiter vos déchets à l'intérieur de l'usine et vous n'allez renvoyer qu'une eau d'une qualité acceptable dans l'environnement. On a fait un assez bon boulot là-dessus. Par contre, pour les pollutions diffuses, on est très loin. Et l'essentiel de la dégradation de nos masses d'eau et de nos eaux de surface maintenant, nos masses d'eau souterraines et de surface, c'est à cause de la pollution diffuse. Et celle-là, elle vient essentiellement des épandages d'intrants chimiques par l'agriculture. Et alors, le gouvernement, qui essaie de limiter l'épandage d'intrants chimiques, en général, voit une levée de bouclier assez féroce en France. Et on l'a vu en janvier dernier. Et du coup, au lieu de faire un bras de fer avec la FNSEA et la coordination rurale, pour ne pas les nommer, le gouvernement français a préféré faire cette loi de 2007 en disant que ça sera pour améliorer la qualité écologique donc des eaux. C'est vrai que ça améliore un petit peu en ce sens que certains barrages, les barrages, de manière générale, rendent la vie plus difficile aux poissons pour remonter la rivière. Maintenant, si c'est une petite paissière comme ce que les paysans construisaient, le poisson, il peut très bien remonter. Si c'est un grand barrage de de 20 mètres de haut, là, effectivement, ça pose problème pour les poissons. Et donc, en arrêtant les obstacles à l'écoulement de l'eau, on peut dire maintenant, les poissons peuvent mieux remonter les rivières. Ça, c'est vrai. Mais c'est tout ce que ça fait. Pour ce qui est de la biodiversité du sol, pour tout ce qui est de la pollution des nappes d'eau, non, ça n'aide pas. Et du coup, cette loi a servi à dévier la conversation et qu'il faut qu'on ait. Parce qu'on ne peut pas se permettre, bon, ça c'est mon opinion personnelle, mais on ne peut pas se permettre de continuer à polluer nos masses d'eau souterraines et masses d'eau de surface. Et vous savez, moi je déteste cette distinction entre eau de surface et eau de souterraine, c'est la même eau. Par moment, elle est en surface, par moment, elle est dans le sol. On ne peut pas continuer à la détériorer comme on le fait en France et croire qu'il y aura encore du vivant sur la surface de la France dans quelques siècles. Donc il va bien falloir qu'un jour on s'attaque à ce problème. Si vous voulez, j'entends avec un peu d'énervement que l'agriculture pollue. Vous vous souvenez de l'atrazine ? Oui. L'atrazine était utilisée pour 65% par l'agriculture sur des millions d'hectares et pour 35% par la SNCF sur des dizaines d'hectares. Comme les gens de la SNCF n'étaient pas formés, ils l'utilisaient pur pour désherber leur bord de voie ferrée. Et aujourd'hui, on trouve de l'atrazine, ce n'est pas l'agriculteur, parce que quand on pollue nos sols, on ne peut plus produire. Et quand vous savez que certaines molécules doivent être utilisées à 50, 100 grammes par hectare, vous voyez le niveau de dilution. Donc la pollution agricole, je veux bien, mais il y a un moment, il faut arrêter. En plus, nos pollutions sont autorisées par le gouvernement, en plus. Oui. À une époque, le DDT était autorisé. Il était autorisé au Vietnam, par exemple. Mais là, si vous prenez simplement les études sur le glyphosate, si on n'écoutait que le résultat des études scientifiques sur le glyphosate, ça ferait longtemps qu'il serait interdit. Et le glyphosate est autorisé. Un agriculteur qui épand du glyphosate ne commet absolument aucune infraction. Non, mais oui, mais si vous voulez, la nature est bonne, mais nous, on ne sait pas détruire les mauvaises herbes. Mais vous avez d'autres méthodes qui peuvent être utilisées. Si vous êtes prêt à payer vos produits 4 fois plus cher, on va trouver des solutions. Mais le problème, c'est qu'il y a un marché, le cours est mondial. Le blé, c'est produit en Russie. Il y a 40 ans, ils importaient 30 à 40 millions de tonnes pour nourrir le bloc URSS. Aujourd'hui, ils exportent 50 millions de tonnes. Heureusement, entre-temps, les Chinois sont venus acheter du blé, sinon, on n'existe plus. Nos coûts de production sont
beaucoup plus élevés que ceux de la Russie ou du Brésil pour le maïs et le soja, etc. Donc, ou on referme les frontières, ou on crève. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de sympathie pour les agriculteurs qui sont bloqués dans ce système-là. Parce que c'est se suicider à cause des lois du marché, je crois que c'est une perspective qui n'est réjouissante pour personne. Hein. Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions que le marché? Mais par exemple, vous avez Hauts-de-Paris, qui depuis plus d'une dizaine d'années, plus 20 ans je crois maintenant, va contractualiser avec les agriculteurs dans les zones où vont prélever l'eau. Vous savez que l'eau qu'on boit ici, elle est prélevée à 250-300 km de Paris. Hein. Et alors, ils vont faire des contrats avec les agriculteurs. C'est fait parce que Haute-Paris est au geste d'or. Oui. C'est fait. Et donc, ils font des contrats avec les agriculteurs pour qu'ils passent en bio et qu'ils arrêtent d'utiliser des molécules nocives. Mais c'est financé par Hauts-de-Paris. Donc, c'est l'agence de l'eau qui fait. Voilà. Mais c'est au travers d'Hauts-de-Paris, cette contractualisation. Je suis président d'un syndicat d'eau, donc ce que vous dites, je le pratique chez nous. Voilà. Donc on réunit les agriculteurs avec des techniciens de la Chambre d'agriculture pour réduire la pression des phytosanitaires. C'est une belle démarche. De l'azote, entre autres. Oui. Mais on ne peut pas ne plus utiliser du tout de produits. Si votre enfant est malade et vous en ayez qu'un, et qu'il faille lui donner des antibiotiques, vous le laissez mourir ou vous lui donnez des antibiotiques? Mais justement, parlant d'enfants malades, les enfants les plus malades, ceux qui naissent le plus déformés ou mort-nés, c'est les enfants des agriculteurs. Hein. Et ce sont les premiers concernés. Je suis fils de paysan depuis de nombreuses générations. Oui, mais t'as échappé. Toi. Il y a plusieurs générations, on n'utilisait pas ces produits-là. Hein. Et le taux de cancer est très élevé parmi les viticulteurs. Et ils sont les premiers concernés. Dans leur famille, leurs enfants sont les premiers concernés. La viticulture, c'est un peu différent parce qu'ils n'ont pas tellement de solutions. Si vous écoutez le professeur Dufumier d'AgroParisTech, hein, lui vous dira, il est à la retraite maintenant, il lui disait qu'on peut nourrir 10 milliards d'êtres humains avec l'agriculture bio, sans intrants chimiques. C'est possible. On peut agir sur les mécanismes économiques qui, de moult manières, les mécanismes qui influent sur la demande et sur l'offre. Et c'est le problème que vous citez avec cette compétition à l'international, c'est un énorme problème parce que dans d'autres pays, ils utilisent... moi, je suis spécialiste d'Israël-Palestine. Tous les jours, en Israël-Palestine, les agriculteurs utilisent 122 produits chimiques qui sont totalement interdits dans l'Union européenne. Et nous importons leurs produits. Alors, c'est un non-sens. Quand vous êtes malade, c'est de la faute des produits agricoles français ou importés? Parce que c'est un des problèmes, c'est qu'en fait... On produit des carottes au Portugal, je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. En utilisant des produits qui sont interdits en France. Oui. Et on importe la carotte portugaise en marquant dessus. Mais on peut agir là-dessus. On peut avoir des normes sanitaires qui interdisent l'importation de produits qui ont inclus telle molécule dans leur production. Vous allez manger des produits tous les jours français uniquement, ça ne va pas être facile. Mais vous savez, en Israël-Palestine, depuis que nous, on interdit les 122 molécules qu'eux utilisent, ils ont des champs qui sont certifiés où ce n'est pas utilisé. Comme ça, ils peuvent exporter ici. Le problème, c'est comme c'est utilisé dans le champ d'à côté. Voilà. Oui, donc on peut dire c'est qu'il y a un gros problème de métaux lourds aussi par là-bas. Oui. Alors, c'est rare, je n'ai fait aucune synthèse ce matin, mais finalement la synthèse, c'est problématique du champ d'à côté, problématique du pays d'à côté, problématique d'un système économique, problématique à la fin du compte du qu'est-ce que nous voulons manger. Je veux dire par là que ça finit par être et la masse mondiale des organisations économiques et la masse innombrable des individus que nous sommes. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté des agriculteurs bons ou pas bons, ou des tenures qui existent ou qui n'existent pas. Il y a en réalité, à la fin du compte, la manière de gérer la terre et à notre profit ou à notre santé. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et le geste d'or, là, ce forum de l'écoplanète, c'est exclusivement lié à la santé. Et toutes les autres disciplines qui sont évoquées ne sont rien auprès de la santé de la planète, santé de l'homme. Et vous savez très bien ce que je dis toujours, ce n'est pas l'homme qui sauvera la planète, mais la planète qui sauvera l'homme. Une fois qu'on sait ça, on agit un peu autrement. Je pense qu'on... Juste peut-être pour terminer là-dessus, si vous achetez du café bio, par exemple, dans le processus de torréfaction, s'il restait la moindre molécule sur le café venant d'engrais ou d'insecticides,
elle aura été complètement dégradée. Cette molécule, elle n'est plus là à cause de la torréfaction. Donc, quand vous achetez un paquet de café bio, vous n'avez rien de mieux pour votre santé que si vous achetiez un paquet de café ordinaire. Par contre, en achetant votre paquet de café bio, vous avez permis à l'aquifère du pays qui vous a exporté ce café, d'être protégé. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'achète du café bio. C'est pas pour moi, c'est pas pour ma santé, c'est pour l'aquifère des pays qui exportent le café chez moi, parce que c'est ma seule drogue, c'est le café. Alors je veux pas que le fait que je sois droguée au café abîme l'aquifère de quelqu'un d'autre. Ça se voit que tu es droguée au café. Merci. Pierre Ménage.